Mon beau-fils a passé des mois à détruire mon mariage avec des mensonges calculés. Quand son père m'a finalement demandé de rentrer à la maison et de m'excuser, je suis arrivé avec des preuves qui ont tout terminé. Ce qui a suivi a été un chaos absolu. Mais avant d'en arriver à ce magnifique désastre, laissez-moi planter le décor. Je me tiens dans mon allée à 16h un mardi, en regardant mes vêtements volés par la fenêtre du 2e étage comme des confettis lors du pire défilé du monde. Mon mari, Elia, crie d'en haut, le visage rouge d'une rage que je ne lui ai jamais vue. Il me dit de quitter sa maison. Sauf que ce n'est pas sa maison. C'est la mienne. Mais nous y reviendrons plus tard. Pas plus tard que ce matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Pas plus tard que ce matin, tout semblait aller bien. Maintenant, son fils de 17 ans, Jake, se tient derrière lui avec un regard sur le visage, quelque chose entre le triomphe et la fausse inquiétude. Il a sa main sur l'épaule d'Elia comme s'il le réconfortait, jouant le fils dévoué, mais ses yeux croisent les miens pendant une seconde à travers cette fenêtre, et je jure que je vois un sourire narquois. Ce sourire narquois m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une crise d'adolescence. C'était calculé, planifié et exécuté à la perfection par un gamin qui jouait aux échecs pendant que je jouais aux dames. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment un matin de mardi normal s'est transformé en le jour où mon mariage a implosé. Je m'appelle Becky, j'ai 38 ans. Je travaille dans la vente d'équipements industriels. Le genre de travail ennuyeux qui paie bien, mais qui fait que les gens ont les yeux vitreux lors des soirées quand vous expliquez ce que vous faites. Je suis dans la même entreprise depuis 12 ans. Revenus stables, avantages sociaux décents, zéro drame. La partie la plus excitante de ma semaine est généralement de décider quel sandwich acheter pour le déjeuner. J'ai rencontré Elia il y a 4 ans dans un café où il travaillait comme gérant. Il était gentil, stable et veuf, ayant perdu sa femme à cause d'une maladie 3 ans auparavant. Son fils Jake avait 13 ans à l'époque, un garçon tranquille qui semblait perdu sans sa mère. J'ai compris que perdre un parent à cet âge laisse des marques. Je suis tombée amoureuse d'Elia presque immédiatement. Il avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce quand il vous parlait. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne propose que nous construisions une vie ensemble. Et il a dit oui avec des larmes dans les yeux. J'ai promis à tous les deux que je n'essaierai jamais de remplacer la mère de Jake, mais que je serai toujours là pour eux. Je le pensais vraiment. Les 2 premières années ont honnêtement été formidables. Jake était distant avec moi, bien sûr, mais j'ai compris. Je n'ai jamais insisté, jamais exigé qu'il m'appelle maman ou quoi que ce soit de ce genre. Je l'ai aidé avec ses devoirs quand il le demandait, je l'ai conduit chez ses amis, j'ai payé son téléphone et ses vêtements sans tenir compte. Quand Elia et moi nous sommes mariés, j'ai acheté une plus grande maison pour que Jake puisse avoir son propre espace, une chambre convenable, et non la pièce exiguë qu'ils avaient dans l'ancien appartement d'Elia. Elia était heureux. Nous étions heureux. Je pensais que Jake s'adaptait. En y repensant maintenant avec un recul parfait, je peux voir exactement quand les choses ont commencé à changer. Quand le poison a commencé à s'infiltrer dans notre mariage, lentement et sûrement, comme l'eau qui érode la pierre. Il y a environ 9 mois, Jake a commencé à faire ses petits commentaires à son père. Je les entendais parfois quand j'entrais dans une pièce. De petites choses qui semblaient douces en surface, mais qui avaient ce tranchant en dessous qui me donnait la chair de poule. Il disait à Elia à quel point il était beau, qu'il méritait quelqu'un qui le traitait comme un roi. Au début, je pensais que c'était juste un enfant qui complimentait son père. Mignon, non? Puis il parlait de sa défunte mère. Chaque fois qu'Elia et moi fixions une limite quelconque, couvre-feu, exigence en matière de devoirs, règles de base de la maison, Jake laissait tomber une variante de « maman m'aurait laissé faire sa goût » ou « maman me comprenait mieux ». Elia mettait fin à cela au début, fermement, lui disant que j'étais bonne pour eux et que comparer n'était pas juste. Mais les commentaires continuaient, subtils et constants, l'usant petit à petit. Il remettait en question pourquoi ils devaient suivre mes règles dans ce qu'il appelait leur maison. Peu importe que j'ai acheté la maison, que mon nom figure sur l'acte de propriété, que je paie l'hypothèque tous les mois sans me plaindre. Dans la version de la réalité de Jake, c'était leur maison et je ne faisais que vivre dedans. J'ai essayé d'en parler à Elia, j'ai suggéré que Jake avait peut-être du mal à s'adapter, que nous devrions envisager une thérapie familiale. Il a balayé cela comme un drame typique d'adolescent et m'a dit que j'étais trop sensible. Mais j'ai remarqué qu'il me regardait différemment parfois, comme s'il m'étudiait, cherchant quelque chose,
comme si les paroles de Jake plantaient des graines de doute qui commençaient à germer. Puis, il y a environ 4 mois, les choses sont devenues plus étranges d'une manière qui m'a fait me sentir vraiment folle. Jake était une personne complètement différente selon que son père était dans la pièce ou non. Quand Elia était là, il riait et plaisantait avec moi, agissant comme si nous étions des copains, m'appelant par mon prénom d'une manière amicale, me demandant comment s'était passée ma journée, semblant sincèrement intéressé par mes histoires ennuyeuses de vente d'équipements. Mais la seconde absolue où Elia quittait la pièce, comme l'instant où il était hors de portée de voix, le visage de Jake devenait vide, complètement neutre, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et désactivé sa personnalité. J'essayais d'entrer en contact avec lui, de suggérer des activités que nous pourrions faire ensemble, et il me donnait des réponses monosyllabiques tout en fixant son téléphone. Puis Elia revenait, et boum, animé. Le Jake amical réapparaissait comme si de rien n'était. J'ai commencé à me sentir folle, comme si j'imaginais tout cela ou que j'interprétais trop les sautes d'humeur normales d'un adolescent. Mais le schéma était trop cohérent, trop délibéré. Ce gamin jouait la comédie pour son père et arrêtait le spectacle dès qu'il ne regardait pas. La véritable explosion, le début de la fin, a commencé il y a 3 mois lorsque Jake m'a demandé une voiture. Pas n'importe quelle voiture, une BMW à $35 000 comme son ami Tyler avait reçu pour son 17e anniversaire. Il m'a montré des photos sur son téléphone en disant que tous ses amis avaient de belles voitures et qu'il était gêné de me faire le conduire dans mon vieux camion de travail. Mon camion avait 3 ans et était parfaitement bien, mais apparemment ce n'était pas assez bien pour l'image de Jake. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine et j'ai essayé d'être raisonnable. Je lui ai expliqué que $35 000 était trop d'argent pour la première voiture d'un adolescent. Je lui ai dit que nous pourrions trouver une voiture d'occasion fiable pour environ $10 000, quelque chose de sûr et fiable. J'ai suggéré qu'il puisse trouver un emploi à temps partiel pour aider à payer l'assurance, lui apprendre un peu de responsabilité. Il m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de marcher partout pieds nus. Puis son visage s'est effondré et il a couru dans sa chambre où je pouvais l'entendre pleurer, des sanglots forts et dramatiques qui résonnaient dans toute la maison. Ce soir-là, Elia était glacial, se demandant s'il était vraiment nécessaire de lui refuser cela, soulignant tout ce que Jake avait traversé, la perte de sa mère, le fait de devoir s'adapter à une nouvelle famille, me demandant si ça me tuerait vraiment de juste lui donner cette seule chose. J'étais choqué. $35 000 pour la première voiture d'un adolescent était objectivement insensé. J'ai dit ça à Elia, j'ai essayé de lui expliquer les bases de la responsabilité financière. Il s'est détourné de moi dans le lit et a dit, je ne comprenais pas ce que c'était que d'être le père de Jake. Après cet incident, tout a changé. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dans notre mariage, et soudain, j'étais l'ennemi. Jake a commencé à avoir ces conversations chuchotées avec Elia qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans les pièces. J'entrais dans la cuisine et ils se taisaient tous les deux, me regardant comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Elia me faisait ce sourire crispé et changeait de sujet, mais le mal était fait. Il a commencé à me questionner de nulle part, me demandant si j'aimais vraiment Jake, pourquoi Jake avait l'impression que j'étais différente quand Elia n'était pas là, si j'en voulais de l'avoir dans nos vies. Chaque fois que j'essayais de me défendre, il rétorquait, pourquoi mon fils mentirait-il à ce sujet? Et c'est ça, le piège, n'est-ce pas? Comment se défendre contre des accusations vagues? Comment prouver que vous n'avez pas dit quelque chose de méchant ou que vous n'avez pas jeté un certain regard à quelqu'un? Jake faisait des affirmations qu'il était impossible de réfuter, construisant ce récit de moi comme d'une connasse à 2 visages qui ne montrait ses vraies couleurs que quand nous étions seuls. Les disputes sont devenues régulières. Au moins 2 fois par semaine, Elia me confrontait à propos de quelque chose que Jake avait dit, que je l'avais houspillé pour avoir laissé de la vaisselle dans l'évier, que j'avais fait un commentaire sur ses notes, que j'avais levé les yeux au ciel quand il avait demandé quelque chose. Rien de tout cela n'était vrai. Mais chaque fois que j'essayais de me défendre, Elia me demandait si je traitais son fils de menteur. Et qu'étais-je supposé répondre à cela? J'ai réalisé assez rapidement que Jake jouait parfaitement la comédie, ne faisant jamais d'accusations si précises que je pouvais les réfuter, mais suffisamment cohérentes pour qu'Elia commence à croire au schéma. Il construisait un dossier contre moi, un petit mensonge à la fois. Puis, il y a 2 semaines, tout a explosé de la pire façon possible. Je suis rentré du travail vers 18h, fatigué d'avoir eu affaire à un client difficile toute la journée. Elia attendait près de la porte et l'expression de son visage m'a donné des nœuds à l'estomac. Il a attrapé mon bras, pas doucement, pas affectueusement, l'a attrapé assez fort pour que je sache que quelque chose n'allait pas du tout.
Sa voix tremblait alors qu'il me disait que nous devions parler de ce qui s'était passé avec Jake. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. J'étais au travail depuis 7 heures du matin. Je n'avais même pas vu Jake. Il m'a tiré dans le salon où Jake était assis sur le canapé, et ma confusion s'est transformée en panique quand j'ai vu son visage. Il avait l'air effrayé, vraiment effrayé, les yeux grands ouverts et un peu rouges comme s'il avait pleuré. Elia a remonté la manche de Jake pour me montrer un bleu sur son avant-bras, violet foncé, de la taille d'une main. Il avait les larmes aux yeux en disant que Jake lui avait dit que je l'avais attrapé ce matin, que je devenais agressive quand il n'était pas là, que Jake avait peur d'être seul avec moi. Mon monde a basculé. La pièce a semblé tourner alors que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Je n'ai jamais mis la main sur ce gamin. Jamais. Pas une seule fois en 4 ans. Je criais maintenant, désespéré, disant à Elia que ce n'était pas vrai, que je ne l'avais jamais touché, que j'avais été au travail toute la journée, qu'il pouvait vérifier les horodatage sur mes badges au bureau s'il ne me croyait pas. Mais il a reculé de moi comme si j'étais dangereuse, comme si j'étais une étrangère qui venait de menacer sa famille. Il m'a dit qu'il n'avait pas voulu croire Jake, que depuis des mois Jake lui racontait des choses, et qu'il s'était dit que son fils n'était qu'un adolescent dramatique. Mais les choses que Jake disait étaient trop spécifiques, trop cohérentes pour être ignorées plus longtemps. J'ai pris les mains d'Elia, le suppliant de réfléchir, de vraiment réfléchir à s'il m'avait jamais vu être violente en 4 ans ensemble, de considérer que peut-être quelque chose d'autre se passait ici. Il s'est dégagé et a dit, c'est ce qui rendait la chose si effrayante, que Jake affirmait que j'étais comme 2 personnes différentes. C'est alors que je l'ai vu. Jake était toujours assis sur le canapé, regardant toute cette scène se dérouler. Pendant une fraction de seconde, peut-être une demi-seconde, son expression était complètement neutre, presque curieuse, comme s'il regardait une expérience scientifique pour voir comment elle allait se terminer. Puis il m'a vu regarder, et son visage s'est instantanément effondré dans la peur. Il a couru vers son père, l'appelant, disant qu'il avait entendu des cris et le suppliant de ne pas me laisser le blesser. Cette performance a complètement brisé Elia. Il m'a dit de faire mes valises et de partir. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour comprendre les choses et s'assurer que son fils était en sécurité, que je devais quitter la maison jusqu'à ce qu'il puisse penser clairement. J'ai fait mes valises avec des mains tremblantes, mon esprit tourbillonnant, jetant des vêtements dans des sacs poubelles parce que je ne trouvais pas ma valise. Alors que je chargeais ma voiture dans l'allée, j'ai levé les yeux une dernière fois et je les ai vus à la fenêtre de l'étage. Jake avait son bras autour de son père, le réconfortant comme le fils dévoué. Mais quand il a cru que je ne pouvais pas voir clairement son visage à travers la vitre, je l'ai surpris en train de regarder son téléphone et de sourire. Ce sourire a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un enfant troublé qui faisait une crise. C'était calculé, planifié, exécuté. Et alors que je conduisais chez mon frère Dave avec toute ma vie dans des sacs poubelles sur la banquette arrière, une question n'arrêtait pas de marteler mon esprit. Depuis combien de temps ce jeune homme de 17 ans planifiait-il de détruire mon mariage? Et plus important encore, pourquoi? J'ai passé la première semaine chez Dave dans un état de choc total. Je mangeais à peine, je dormais à peine, je ne faisais que rejouer tout encore et encore comme une bobine de film cassé, essayant de trouver le moment que j'avais manqué, le signe avant-coureur que j'aurais dû voir. Dave n'arrêtait pas de me dire de me défendre, d'appeler Elia, de le faire écouter. Mais quel était l'intérêt? Il avait déjà décidé que j'étais le monstre dans cette histoire. Aucune quantité de paroles ne changerait cela. J'ai appelé Elia peut-être 50 fois cette première semaine. Chaque appel allait directement à la messagerie vocale. Je lui ai envoyé des SMS le suppliant de me donner une chance de parler, d'expliquer, de lui montrer que quelque chose n'allait pas du tout dans cette situation. Il n'a jamais répondu. Au cours de la 2e semaine, le choc a commencé à s'estomper et quelque chose d'autre a pris sa place. Quelque chose de froid et d'analytique. J'ai commencé à penser à tous ces petits moments au cours des derniers mois, reliant des points dont je ne savais même pas qu'ils étaient là. La performance parfaite de Jake dans les escaliers. Cette fraction de seconde de curiosité avant qu'il ne joue son rôle terrifié. C'était trop lisse pour être sa première fois. Il s'était entraîné à ça. Le bleu sur son bras qui est apparu au moment idéal juste après notre plus grosse dispute à propos de la voiture. Trop pratique. Ces conversations chuchotées avec Elia qui s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces. De quoi avait-il rempli la tête de son père pendant tous ces mois? J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Une aide professionnelle réelle.
Parce que si Jake avait manipulé la situation tout le temps, j'avais besoin de preuves. Des preuves solides et indéniables. J'ai d'abord appelé un avocat spécialisé dans le droit de la famille nommé Patricia Thompson, qui était fortement recommandée par une femme au travail qui avait vécu un divorce difficile. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé sérieusement et a posé une question. Êtes-vous propriétaire de la maison? Je lui ai dit oui. Je l'avais achetée avant le mariage avec mon propre argent. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Elle a hoché la tête et a dit que c'était bien, que cela me donnait un certain pouvoir, mais que nous devions agir rapidement sur les documents de divorce si c'est ce que je voulais. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr. Qu'une partie de moi espérait encore qu'Elia reviendrait à la raison. Patricia m'a fait ce sourire triste et a dit, d'après mon expérience, quand quelqu'un choisit de croire le pire de vous sans preuve, il a déjà fait son choix. Cela m'a frappé de plein fouet, mais je savais qu'elle avait raison. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui me semblait fou mais nécessaire. J'ai engagé un consultant en technologie, un gars nommé Brandon, qui avait aidé l'entreprise de dev à récupérer des données après une cyberattaque. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé s'il existait un moyen d'accéder légalement à l'empreinte numérique de Jake. Brandon n'a pas semblé surpris du tout. Les adolescents laissent des traces numériques partout, a-t-il dit. Réseaux sociaux, stockage dans le cloud, application de messagerie. S'il a planifié cela, il y a des preuves quelque part. La question est de savoir si nous pouvons y accéder légalement. Il m'a expliqué qu'en tant que mineur vivant dans ma maison, techniquement toujours ma maison puisque j'en étais propriétaire, il existait des zones grises juridiques concernant l'accès aux appareils et aux comptes, surtout si je pouvais justifier une inquiétude quant à son bien-être. Cela me semblait intrusif. Cela me semblait mal. Mais j'avais besoin de connaître la vérité. Laissez-moi d'abord examiner vos relevés téléphoniques, a suggéré Brandon. Voyons ce que nous pouvons tirer de votre forfait familial. Pas besoin de piratage pour ça. C'est votre compte. Il a fallu moins d'une semaine à Brandon pour trouver la première bombe. Il m'a appelé un jeudi soir, la voix tendue. Il faut que tu vois ça. Tu peux venir à mon bureau? J'y suis allé immédiatement. Brandon avait des impressions étalées sur son bureau, des relevés téléphoniques, des relevés bancaires qu'il m'avait aidé à extraire de comptes auxquels j'avais un accès légal. Notre compte joint, celui qu'Elia et moi avions ouvert pour les dépenses et l'épargne du ménage, perdait de l'argent depuis près de 6 mois, $8 000 au total, prélevés par petits montants pour que je ne le remarque pas, travaillant 60 heures par semaine et faisant confiance à mon mari pour gérer les finances du ménage. Les dépenses concernaient du matériel de jeu, des vêtements chers, de l'électronique, des livraisons de nourriture, parfois 2 fois par jour. Tout cela était lié aux dépenses de Jake. Mais voici ce qui m'a glacé le sang, Elia devait être au courant. Plusieurs des dépenses nécessitaient l'approbation parentale pour un mineur. Les relevés bancaires montraient qu'il avait transféré de l'argent de notre épargne pour couvrir les découvertes que Jake avait créées. Il me le cachait, le couvrant, probablement parce qu'il savait que je refuserais ce genre de dépenses frivoles. Brandon a trouvé autre chose aussi. Il a sorti notre rapport de crédit, parfaitement légal puisque c'était mon crédit, et a constaté qu'Elia avait demandé une carte de crédit à son seul nom il y a 2 mois, au moment où la campagne de Jake contre moi s'était intensifiée. Il l'avait utilisée au maximum presque immédiatement, pour un montant supplémentaire de $4 000, principalement pour des choses pour Jake. Quand Brandon m'a tout montré, je me suis senti physiquement malade. Il ne s'agissait pas seulement de Jake manipulant son père. Elia me trompait activement aussi, choisissant son fils au détriment de notre mariage et de notre avenir financier. Il y a plus, a dit Brandon, ouvrant quelque chose sur son ordinateur portable. Ton forfait téléphonique familial inclut la sauvegarde dans le cloud pour tous les appareils. Le téléphone de Jake a été sauvegardé sur ton compte pendant tout ce temps. Il m'a montré les données, des messages textes supprimés qui avaient été automatiquement sauvegardés avant que Jake ne les efface de son téléphone. Des messages entre Jake et ses amis remontant à près d'1 an, parlant de son plan. Maman commence à douter d'elle. Un message d'il y a 8 mois disait, il suffit de pousser un peu plus fort et la vieille dame est partie. Dans une autre conversation d'il y a 6 mois, Jake avait littéralement écrit sa stratégie à un ami nommé Tyler, papa me croit toujours quand je pleure. C'est tellement facile. Il y avait aussi des messages sur la voiture, sur le fait que j'étais une radine qui ne comprenait pas que Jake méritait de belles choses, sur le fait qu'une fois que je serais parti,
son père vendrait enfin cette maison ennuyeuse et qu'il pourrait déménager en ville où Tyler et ses autres amis vivaient. Mais le pire message, celui qui a tout rendu limpide, datait d'il y a 3 semaines, juste avant que tout n'explose. Presque là, Jake avait écrit à Tyler. J'ai le bleu prêt. Je vais le montrer à papa ce soir. Ça devrait être le dernier clou. Il avait planifié le bleu. Il s'était délibérément blessé pour me piéger. Il faut que tu vois autre chose, a dit Brandon doucement, cliquant sur un fichier vidéo. C'était dans son stockage cloud, probablement enregistré par accident. On dirait qu'il voulait prendre une photo, mais a appuyé sur la vidéo à la place. La vidéo montrait Jake seul dans sa salle de bain. Il regardait son avant-bras, puis le frappait délibérément contre le bord du comptoir de la salle de bain, grimaçant, mais le faisant encore et encore jusqu'à ce qu'un bleu foncé commence à se former. Ça a intérêt à marcher, murmurait-il dans la vidéo. J'étais assise là à regarder ce gamin de 17 ans s'abuser pour détruire mon mariage, et je me sentais physiquement malade. Quel genre de personne fait ça? Que ai-je fait pour mériter ce niveau de cruauté calculée? Brandon m'a montré d'autres messages, des conversations entre Jake et Tyler sur leur plan après le divorce. Une fois qu'ils seront séparés, papa voudra quitter cette ville ennuyeuse, avait écrit Jake. Il vendra la maison et on pourra enfin déménager en ville où tout se passe vraiment. De plus, sans elle, il aura plus d'argent à dépenser pour moi. Tout était une question d'argent et d'emplacement. Jake voulait une vie différente, une vie plus excitante dans la ville où ses amis avaient déménagé après l'obtention de leur diplôme, et j'étais l'obstacle. La maison était à mon nom, donc Elia ne pouvait pas la vendre tant que nous étions mariés. Mais si nous divorcions, Jake pensait que son père voudrait un nouveau départ ailleurs. Il obtiendrait enfin ce qu'il voulait, et je serais effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'avais tout maintenant, la tromperie financière, les messages manipulateurs, la vidéo de lui créant le bleu, tout sauvegardé et documenté et parfaitement légal puisque tout provenait de comptes et d'appareils de mon forfait familial. Patricia Thompson a examiné tout et m'a dit que c'était plus que suffisant pour un divorce avec un règlement très favorable. C'est en fait l'un des cas de fraude et de manipulation les plus clairs que j'ai vus, a-t-elle dit. La vidéo à elle seule est accablante. Elle m'a averti, cependant, qu'exposer la manipulation de Jake pourrait endommager ma relation avec Elia de façon permanente. J'ai presque ri. Quelle relation? L'homme m'avait jeté dehors sur la base de mensonges sans même me donner la chance de me défendre. Il avait choisi son fils au détriment de 4 ans de mariage sans y réfléchir à 2 fois. Ce soir-là, 3 semaines après qu'il m'ait mise à la porte, j'ai finalement reçu un message d'Elia. As-tu eu le temps de réfléchir à ton comportement, disait-il. Jake dit qu'il est prêt à te donner une autre chance si tu t'excuses auprès de lui et que tu t'engages à faire mieux. Nous pouvons parler de ton retour à la maison si tu as vraiment réfléchi à ce que tu as fait. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Il ne demandait pas si j'allais bien. Il ne s'excusait pas de ne pas avoir écouté mon point de vue. Il exigeait que je m'excuse auprès du gamin qui avait orchestré tout ce cauchemar, le gamin qui avait volé $8000, le gamin qui s'était fait un bleu pour me faire accuser de violence, le gamin qui planifiait mon retrait de leur vie depuis près d'1 an. J'ai répondu par seulement 4 mots, viens demain, 15 heures. Il a répondu immédiatement. Est-ce que cela signifie que tu es prête à arranger les choses? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé le reste de la nuit à organiser toutes les preuves dans un dossier, à imprimer les messages, les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, tout. Brandon avait même mis la vidéo sur une clé USB pour moi. Demain, Elia allait apprendre la vérité sur son fils, et notre mariage allait prendre fin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elia est arrivé au café à exactement 15 heures. J'avais choisi cet endroit délibérément, terrain neutre, espace public, beaucoup de témoins. Je voulais qu'il voie tout avec d'autres personnes autour pour qu'il ne puisse pas faire une scène ou m'accuser de l'intimider. Je l'ai regardé à travers la fenêtre pendant qu'il se garait. Il avait l'air fatigué, plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sous les yeux que le toilettage ne pouvait pas tout à fait cacher. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose comme l'amour que j'avais eu pour lui. Puis je me suis souvenu de 3 semaines de silence, des accusations, de la façon dont il avait choisi de croire le pire de moi sans poser de questions. Il est entré avec cette expression sur son visage, à moitié pleine d'espoir, à moitié nerveuse, s'attendant probablement à ce que je sois brisée et pleine de remords, prête à supplier pour le pardon. Le café était suffisamment fréquenté pour assurer l'intimité, mais pas si vide que nous étions seuls.
Je m'étais placé à une table d'angle où je pouvais voir le parking à travers la fenêtre. Il s'est glissé sur le siège en face de moi avec un sourire prudent et a immédiatement commencé à parler de la façon dont lui et Jake avaient discuté des choses. Comment peut-être, si j'étais disposé à suivre une thérapie et à travailler sur mes problèmes de colère, nous pourrions trouver un moyen d'avancer. Je l'ai laissé parler pendant environ 30 secondes avant de lever la main pour l'arrêter. Puis j'ai fait glisser un grand dossier Manille sur la table. Il l'a regardé avec confusion, puis s'est retourné vers moi. « Ouvre-le » ai-je dit froidement. Il a hésité, puis a pris le dossier avec des mains tremblantes. La première chose qu'il a vue, ce sont les documents de divorce officiellement tamponnés par le tribunal, déjà signés par mon avocat. Son visage est devenu blanc. Il a levé les yeux vers moi avec un choc sincère, commençant à dire « Nous pouvons arranger les » continue à regarder les jeux interrompus. Il a feuilleté les pages. J'ai regardé son visage changer alors qu'il voyait les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les dépenses mises en évidence montrant $8 000 de notre argent dépensé par Jake sur 6 mois. Je peux expliquer, a-t-il commencé. Continue. Puis il est arrivé aux messages imprimés, aux conversations de Jake avec ses amis, où il avait exposé toute sa stratégie de manipulation. J'ai vu le moment exact où Elia a lu les mots que son fils avait écrits sur la facilité avec laquelle il pouvait lui faire croire, sur le fait que la vieille femme serait bientôt partie. Ses mains ont commencé à trembler. Il n'arrêtait pas de secouer la tête comme s'il pouvait nier ce qui était juste devant lui. Ils ne peuvent pas être réels, a-t-il murmuré. Ils pourraient être truqués. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai diffusé la vidéo. Le volume était suffisamment bas pour que lui seul puisse l'entendre. La voix de Jake est venue clairement alors qu'il frappait son propre bras contre le comptoir de la salle de bain encore et encore, créant le bleu qu'il avait montré à son père. Ça a intérêt à marcher, disait sa voix depuis le téléphone. Le visage d'Elia s'est effondré. Il a laissé tomber les papiers sur la table, sa main sur sa bouche, marmonnant à propos de la façon dont Jake lui avait dit que je l'avais attrapé, de la façon dont il avait pleuré, de la façon dont il semblait effrayé. Il t'a joué, ai-je dit froidement. Pendant des mois, il a systématiquement détruit notre mariage parce qu'il voulait que tu vendes ma maison et que tu déménages en ville avec lui. Tout est là dans les messages. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, fixant le vide. Puis il a commencé à murmurer, non, non, non encore et encore. Son monde entier s'ouvrait en temps réel. Quand il a finalement relevé les yeux vers moi, des larmes coulaient sur son visage. Pourquoi ne m'as-tu pas fait voir, a-t-il demandé en sanglotant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Cette question a brisé quelque chose en moi. J'ai essayé, ai-je dit, ma voix dure. Je t'ai supplié de me parler. Je t'ai appelé 50 fois. Tu ne voulais même pas répondre. Tu as choisi de croire Jake sans preuve, sans même demander mon point de vue. Tu m'as jeté hors de ma propre maison sur la base de mensonges. Il a tendu la main à travers la table pour prendre ma main. Je me suis retiré avant qu'il ne puisse me toucher. Je protégeais mon fils, a-t-il dit désespérément. Que étais-je censé faire? Tu étais censé être mon mari, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement avant que je ne me reprenne. Tu étais censé me donner le bénéfice du doute après 4 ans de mariage. Tu étais censé poser des questions, exiger des preuves, quelque chose, mais tu ne l'as pas fait parce qu'au fond de toi, tu avais déjà choisi Jake au détriment de moi. La vérité flottait entre nous comme de la fumée. Il avait fait son choix il y a des semaines, peut-être des mois, lorsque le poison murmuré de Jake avait commencé à faire son effet sur lui. Je n'étais qu'un dommage collatéral. C'est alors que la porte du café s'est ouverte avec force. Jake est entré. Il attendait apparemment dans la voiture à l'extérieur et ne pouvait pas supporter de ne pas savoir ce qui se passait. Il nous a repérés immédiatement et s'est précipité vers nous, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais à mon père ?» a-t-il demandé assez fort pour que les autres clients tournent la tête. Puis il a vu les papiers éparpillés sur la table. Son expression a changé pendant une seconde, une vraie peur traversant son visage avant qu'il n'essaie de se reprendre. « Tout ce qu'elle te raconte est un mensonge, a dit Jake rapidement à son père. Elle essaie de te monter contre moi. C'est exactement ce dont je t'ai prévenu. J'ai pris mon téléphone et j'ai tourné l'écran vers lui. La vidéo de lui créant le bleu était mise en pause sur la scène où l'on pouvait clairement voir son visage. L'expression de Jake est passée par le choc, la panique, puis s'est fixée sur la colère. « Tu as fouillé dans mes affaires » a-t-il crié. « Tu n'avais pas le droit. C'est illégal. » Les gens nous regardaient certainement maintenant.
Tu m'as fait accuser de violence, ai-je dit calmement. Alors j'avais tous les droits. Elia regardait son fils comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-il supplié, sa voix brisée. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Et c'est alors que le masque de Jake est finalement tombé complètement. Et alors si je l'ai fait, a-t-il dit, sa voix devenant plus forte. Tu étais malheureux avec elle de toute façon. Elle est ennuyeuse. Elle est radine. Et elle n'est pas maman. On aurait dû quitter cette ville stupide il y a 1 an. Elia a halté comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine, ses yeux jetant un coup d'œil autour de lui vers les autres clients qui nous regardaient maintenant ouvertement. Jake a continué, ne semblant pas se soucier du public. Il a dit que tous ses amis avaient déménagé en ville après l'obtention de leur diplôme, et qu'il était coincé ici à cause de moi. Il a dit qu'Elia méritait mieux que cette vie ennuyeuse que tous les deux menaient. Une fois le divorce prononcé et la maison vendue, il pourrait enfin avoir une vraie vie. C'est ma maison, ai-je interrompu doucement. Elia ne peut pas la vendre. Jake s'est figé. Son visage est redevenu rouge. Il a commencé à bafouiller quelque chose à propos de poursuites judiciaires, à propos de la façon dont la mère de son ami avait obtenu la moitié de tout lors de son divorce, à propos de l'existence de lois. C'est alors que je l'ai vu, le moment où Elia a finalement compris ce que son fils était devenu. Il avait l'air pâle, vaincu et si vieux tout d'un coup. Tu as détruit mon mariage, a murmuré Elia, pour de l'argent et un changement d'emplacement. Tu m'as fait croire que Becky te maltraitait pour que nous puissions déménager près de tes amis. La mâchoire de Jake s'est décrochée, puis il a essayé de revenir en arrière, réalisant à quel point cela sonnait mal à haute voix. Ce n'était pas comme ça. Je voulais juste qu'on soit heureux. Elle gâchait tout. Je me suis levé lentement, poussant le dossier vers Elia. Tu as 30 jours pour trouver un endroit, ai-je dit fermement mais doucement. C'est indiqué dans les papiers du divorce. Après ça, je reprends ma maison. Elia m'a regardé dévasté. S'il te plaît, a-t-il supplié. Donne-moi le temps de digérer ça, de réparer ce qui est cassé. Mais j'en avais fini. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. Tu as choisi de croire que j'étais un monstre sans preuve. Tu as laissé ton fils te manipuler pendant des mois et tu ne l'as jamais remis en question. Même maintenant, connaissant la vérité, tu me demandes une autre chance. Mais tu ne m'en as jamais donné une première. Il s'est complètement effondré, sanglotant dans ses mains, tandis que Jake se tenait là, les bras croisés, toujours défiant et en colère, même si tout son plan s'était effondré autour de lui. Je les ai regardés, ce père et ce fils qui ont détruit ma confiance, mon mariage, et je n'ai ressenti que le vide là où l'amour avait l'habitude d'être. J'ai rassemblé ma copie des papiers de divorce, je me suis tourné vers Elia une dernière fois et j'ai dit doucement, 30 jours. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'entendais les sanglots d'Elia et Jake qui commençaient à se disputer avec lui, sa voix s'élevant alors qu'il essayait probablement de faire tourner cette situation d'une manière ou d'une autre, de me faire porter le chapeau à nouveau. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de ce café, je suis monté dans ma voiture, et à travers la fenêtre, je pouvais les voir toujours à la table, Elia la tête dans ses mains en train de pleurer, tandis que Jake gesticulait avec colère, me blâmant probablement toujours pour tout, même si la preuve de sa manipulation était juste là devant eux. 1 mois plus tard, mon avocat m'a appelé pour confirmer qu'ils avaient déménagé à temps. Ils avaient trouvé un petit appartement de 2 chambres à travers la ville, rien à voir avec la maison qu'ils avaient laissée derrière eux. Patricia a mentionné qu'Elia avait essayé de se battre pour obtenir un règlement financier, mais il n'avait aucune base juridique pour le faire. La maison était à moi avant le mariage, achetée avec mon argent, et il avait été complice du vol de $8 000 sur notre compte joint. Dave m'a dit par l'intermédiaire d'amis communs qu'Elia était dévastée, qu'il fonctionnait à peine au travail, que Jake lui rendait la vie misérable, le blâmant de ne pas avoir déménagé plus vite, de ne pas avoir vendu la maison d'une manière ou d'une autre, de ruiner son plan. Leur relation était apparemment tendue au point de rupture. Jake le traitait avec le même mépris manipulateur qu'il m'avait montré maintenant que son stratagème avait échoué, et il était coincé dans la même ville ennuyeuse qu'il avait tant essayé de fuir. Une partie de moi se sentait triste parfois, tard dans la nuit quand ma maison était trop calme, et je me souvenais des bons moments avant que le poison de Jake ne prenne racine. Mais surtout, j'ai ressenti un soulagement, comme si j'avais esquivé quelque chose qui aurait fini par me détruire complètement. On ne peut pas construire un mariage avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous jettera à la poubelle dès que cela deviendra pratique. J'avais appris la leçon la plus dure de ma vie.